Entre terre et mer, histoire et nature, vous allez vous laisser surprendre par ce territoire qui va de Montreuil-sur-Mer à la baie d'Authie. Manon est une fille du pays. Médiatrice culturelle, elle aime partager sa Côte d'Opale, celle où il fait bon vivre, celle qui recèle tant de richesses. Elle tient à nous présenter avant tout un des joyaux de son fief, la baie d'Authie. Il faut dire que le paysage vaut le détour. Un vaste site naturel préservé, constellé de grandes mares, appelées Molières, qui lui confère tout son charme. C'est plus près de la mer, sur la plage de Berck, que Manon a rendez-vous avec Jonathan, guide nature. Il est justement en train d'observer l'une des nombreuses espèces qui s'épanouissent dans ce décor époustouflant. Bonjour Jonathan. Bonjour Manon, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu regardes de beau? Là je regarde les stars de la baie d'Authie, hein, les phoques veaumarins. Les phoques. Tu les vois sur leur banc de sable là. Et ils ont la belle vie? Ils ont la belle vie, je t'invite à observer leur belle vie, tu verras. Ce sont des animaux très placides. Quasiment disparus dans les années 70, phoques et veaumarins réapparaissent au début des années 80 suite à l'interdiction de la chasse en mer du Nord. Aujourd'hui, la baie d'Authie et sa grande voisine, la baie de Somme, hébergent 60% de la population française de ces mammifères. J'ai tendance à les comparer à des chats. C'est les chats de la mer. Ça mange, ça dort, ça mange, ça dort. Il y a un peu de ça, ouais. Mais alors ça dort beaucoup comme ça? Ça dort toute la marée basse pour faire de la graisse en fait. Ils vont dépenser beaucoup d'énergie pour se nourrir, attraper du poisson. Ce sont des animaux qui mangent 2 kg de poisson par jour. Et c'est pas du poisson pané comme je dis souvent aux scolaires. C'est du poisson qui va nager très vite pour éviter de se faire manger. Donc des pointes à 28 km/h dans l'eau. Donc des animaux qui vont se déplacer très difficilement sur le sable. Mais dans l'eau, 28 km/h, ce sont des torpilles, hein, c'est des fusées. C'est leur élément. Avec ses 109 hectares d'espace protégé, la baie d'Authie est un lieu de balade exceptionnel. Donc on est quand même assez gâté là-dessus. On peut observer les phoques dans un milieu naturel en baie d'Authie, vraiment préservé. C'est l'un des derniers estuaires sauvages d'Europe. Donc là, on voit, il n'y a aucune construction. C'est magique. C'est mon bureau et je suis vraiment ravi d'être ici. À 3 km plus au sud, la balade dans la baie se poursuit au cœur de l'estuaire, dans les présalés de Gros-Fliers, pour une dégustation plutôt originale. Voilà Manon, là je t'emmène. On va aller goûter justement les plantes adaptées. Hein. Là, on va commencer, je pense, par l'oreille de cochon. Ça pousse comme ça, les oreilles de cochon. Oui, ça pousse, les oreilles de cochon. Hein. C'est pas de la charcuterie, c'est une plante adaptée. Son vrai nom, c'est l'astère maritime. Les oreilles de cochon font partie des nombreuses plantes halophiles que l'on peut trouver ici. Des plantes recouvertes 12 heures par jour par la mer et qui ont dû s'adapter à un environnement très salé. Est-ce que tu les as déjà goûtées fraîchement cueillies là, directement? Jamais. Moi, je pensais que c'était uniquement cuisiné, Toujours. mais pas Ah cuisiné non, comme ça. non. Là, pour ressentir le côté iodé, hein, le côté marin, le mieux, c'est vraiment, regarde, là, tu vois, Goûter? voilà, une oreille de cochon, l'astère Comme ça. maritime. Ah ouais, comme ça, vas-y, tu peux, regarde. Hop, Ouais, c'est vraiment pas mauvais. Hein. c'est sympa, hein. Cuisiner comme les épinards, avec une noisette de beurre, ça fond dans la poêle, c'est vraiment très bon. On peut le faire en beignet, en soupe, c'est vraiment une plante qu'on va utiliser de diverses façons. Et à côté de ça, eh ben, on a la salicorne. C'est des jeunes pousses, je t'invite Merci. à la goûter. Ouais, c'est un petit goût salé, iodé. Mais c'est des plantes qui sont chargées en sels minéraux, riches en vitamine C. C'est vraiment très bon pour la santé en plus. On peut récolter la plupart des plantes que l'on trouve ici sur les prés salés, à raison de 500 grammes par jour et par personne.
quittons la baie d'Authie pour nous glisser dans les rues de Berck à la découverte d'une spécialité plus sucrée que salée. Une gourmandise, véritable institution culinaire du coin, que vous pourrez déguster dans la boutique de Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Manon. Ça sent bon ici. Vous êtes déjà au travail? Oui, voilà, donc là je suis parti pour faire donc, des berlingots et des sucettes. Jean-Yves est artisan confiseur. Il régale petits et grands avec une friandise à base de sucre qu'il fabrique devant ses clients. Le fameux succès berquois. Moi, je me souviens déjà toute petite, je venais ici et je vous regardais faire. Le monsieur qui faisait les bonbons, ça, pour les enfants, c'est toujours intéressant. Alors pour beaucoup de personnes, justement, étant donné que la maison est très ancienne, c'est beaucoup de souvenirs. Et les clients, quand ils viennent chercher une sucette, c'est pas seulement une sucette qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher un moment de leur vie. Ouais. Les personnes se rappellent quand ils venaient avec leurs parents ou leurs grands-parents. Souvent, on voit la petite larme à l'œil. Et voilà, on se rappelle quand on était enfant et qu'on avait le nez voilà, au carreau et, voilà, ouais. Et qu'on voyait donc, ce travail. 4 tonnes de sucre passent chaque année entre les mains expertes de Jean-Yves. Du sucre fondu qu'il travaille sur une plaque de marbre huilé. Donc là, je viens de couler mon sucre à peu près à 140 degrés. Donc il est transparent et maintenant, on va lui donner sa couleur. Donc finalement, chaque bonbon est unique en fait. Chaque bonbon est unique. Il faut que c'est très précis. Donc, comme un peintre, je vais chercher des différentes nuances. On va mélanger, on va regarder où on en est. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3 en France à fabriquer des berlingots entièrement à la main, comme cela se faisait autrefois. Donc ça s'appelle comment ça? C'est un crochet? Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le filage ou le satinage de sucre. En faisant ça, le sucre il va changer d'aspect. Il va perdre la transparence. Je rajoute de l'air et l'air va venir oxyder le sucre et il change de couleur et il va devenir totalement opaque. C'est un vrai travail de chimiste finalement. Exactement, exactement. Cela fait 95 ans que la famille de Jean-Yves confectionne des sucreries à Berck. Tout a commencé avec ses arrière-grand-tantes d'origine basque. En 1922, elles ont eu envie de s'installer quelque part. Donc elles sont venues à Berck. Et pour personnaliser leurs sucettes, elles ont décidé de se rappeler de leur région. Donc elles ont fait la sucette berquoise. Mais si on regarde bien, la sucette berquoise, elle a la forme de petits piments à espelette. Alors vous êtes en train de me dire que c'est des sudistes qui ont inventé une spécialité nordiste? Oui, alors c'était les gens qui étaient originaires donc, du Pays Basque. Ils ont ramené leur savoir-faire et du coup, avec les années, c'est devenu la spécialité de Berck. Parmi les 33 parfums qu'élabore Jean-Yves, le plus spectaculaire reste sans doute la pomme tatin au calvados flambé et aux vrais morceaux de pomme. Un véritable délice pour les amateurs. Laissons là les sucreries de la Côte d'Opale pour nous délecter à présent de son histoire. Manon nous emmène dans sa ville d'origine, Montreuil-sur-Mer. Surnommée la Carcassonne du Nord, cette ancienne place forte est entourée de 2,5 km de remparts en forme d'étoile. C'est sur ces épaisses murailles que Manon retrouve son ami Philippe, l'historien de la ville. Bonjour Philippe. Bonjour Manon. Tu m'as l'air pensif, tu profites de la vue? Il y a tellement d'images qui me viennent en tête. Cette canche, entre autres. Elle est belle, hein? Ah, écoutez, toute l'histoire de Montreuil découle de la canche. Aujourd'hui, tu as quoi? Tu as une petite rivière de 8 mètres, d'à peu près 8 à 10 mètres de large. Autrefois, elle avait pas loin de 2 km. Bien plus conséquente. Et il y avait un port qui a été à l'origine, on pourrait dire, de Montreuil. Bien que situé à plus de 10 km du littoral, Montreuil-sur-Mer fut en effet pendant longtemps un port de première importance. Cette particularité explique le nom usuel de Montreuil-sur-Mer. Ce fut même en 987, lors de l'accession au trône du Capet, le seul port maritime du domaine royal français, et ce, pendant 2 siècles.
Ils faisaient commerce de vin, de pierres, d'armes, mais partaient de Montreuil des draps, des tapis qui étaient là. C'était une ville drapière, Montreuil. Drapière. On les retrouvait même très loin même. Très loin, jusqu'à Novgorod en Russie, également à Pise, à Gênes, à Venise, à Madrid. Si tu te promenais dans Montreuil au Moyen-Âge, tu avais toutes les langues qui s'entendaient, tu avais toutes les monnaies qui s'échangeaient, et le port, bien entendu, en profitait. Donc Montreuil était une ville extrêmement riche. Protégée par le roi de France, elle fut une ville franche pendant très longtemps, c'est-à-dire exemptée de certains impôts. Au Moyen-Âge, Montreuil-sur-Mer va alors rayonner sur la région, jusqu'à ce que les caprices de Dame Nature la fassent tomber de son piédestal. À partir du XIVe siècle, ça commence un petit peu justement avec l'encrassement de la Canche. La Canche commence à avoir des îles, donc les gros bateaux viennent moins souvent. Bien après, bien entendu, elle va s'encrasser totalement. Il n'y aura plus que des barges qui Et le pourront port monter. perd de son importance. Ah, bien sûr, il disparaît littéralement. Aujourd'hui, les ruelles pittoresques de la ville, bordées d'anciennes demeures d'artisans aux façades colorées, offrent aux promeneurs d'agréables balades en périphérie des remparts. Dans le centre-ville, ce sont les riches hôtels particuliers qui sont à l'honneur. Ils racontent le renouveau architectural de la ville au XVIIIe siècle. Battre le pavé à Montreuil-sur-Mer, c'est aller à la rencontre de l'histoire. Chaque rue a son anecdote. Ah, et nous voilà arrivés dans la cavée Saint-Firmin, Philippe. Tu n'ignores pas que la cavée Saint-Firmin, c'est l'ancienne route royale et impériale de Montreuil. C'est un véritable toboggan. Les habitants donc, de cette rue passaient des bâtons dans les roues et freinaient la diligence jusqu'en bas. C'est là que l'expression prend tout son sens alors. Mettre des Des bâtons dans les roues, bien vu. Pour la petite histoire, c'est dans cette rue de la cavée Saint-Firmin qu'a été tournée en 1925 une scène du film Les Misérables. Victor Hugo a en effet situé une partie de son fameux roman à Montreuil-sur-Mer. À quelques centaines de mètres de là, en pleine campagne, les visiteurs ont la possibilité de découvrir un genre d'édifice religieux communément interdit aux laïcs. Un bâtiment de 18 000 mètres carrés dans un état de préservation exceptionnel. La Chartreuse de Neuville. Manon connaît bien ce lieu et l'apprécie particulièrement pour son calme. C'est son ami Patrick qui va nous conter l'histoire singulière de cette chartreuse et nous guider dans ce lieu pour une visite privilégiée. Bonjour Patrick. Salut va Manon. Ça va bien? Très bien et toi? Bah super. Je suis venue voir le spécialiste de la chartreuse. Quel spécialiste, hein. Bon, Pour que tu m'en apprennes plus. faut que je t'en apprenne plus. Exactement. Sur les 700 ans d'histoire, C'est l'idée. c'est sorti de terre en 1324. Elle a toujours été aussi imposante? Non. La taille un peu gigantesque de la chartreuse actuelle date du 19e. Une chartreuse, hein, sa taille est en fonction du nombre de pères qu'on peut mettre dans le cloître, hein. Les pères, c'est la communauté qui vit dans le silence, hein. Et ce nombre de pères, c'est toujours un multiple de 6. Ah bon? La chartreuse actuelle, hein, c'est une chartreuse où on peut mettre 24 pères. La première chartreuse, hein, était beaucoup plus petite, probablement une chartreuse de 6, peut-être de 12. Plusieurs fois dévastée, puis reconstruite au cours des siècles, la Chartreuse de Neuville a eu une vie tumultueuse. Elle fut même utilisée comme carrière à la Révolution et démontée pièce par pièce. C'est en 1870 qu'un architecte local lui donne sa forme actuelle. Successivement hôpital, hospice, asile, colonie de vacances et même repère d'artistes, cet ensemble de bâtiments, au XIXe et XXe siècle, a eu bien des fonctions. Son architecture a pourtant été pensée dans un seul but, servir la communauté religieuse des Chartreux. Donc là, tu vois, on arrive dans le préau, Le préau. qui est le cœur de la maison haute, en fait, hein, où vivaient les pères. Parce qu'ici, il y a 2 communautés qui vivent
sur le site. Les frères et les pères. Exactement. Et ils vivent de façon différente. On dit que les pères, c'est une communauté de moines érémétiques, parce qu'ils vivent en ermite, donc dans le silence et la solitude. D'où le mot ermitage, peut-être. Exactement, d'où le mot ermitage. Donc C'est-à-dire chaque que- petite maison Est un c'est ermitage. un ermitage. Et cette vie est vouée à l'étude, à la contemplation et à la prière. En gros, c'est ces activités. L'ordre des Chartreux a toujours été très érudit et très progressiste, n'hésitant pas à intégrer les découvertes scientifiques dans ses réflexions. Et pour que les pères puissent étudier en toute sérénité, ils sont épaulés par les frères. Donc là, c'est la communauté cénobitique, c'est-à-dire qu'ils vivent en cénacle. Donc eux, ils vivent là-bas dans la cour d'honneur. Ils ont chacun une fonction, buanderie, forge, potager, etc. Ils font tourner la boutique, quoi. Tu retrouves ça, voilà, dans toutes les chartreuses du monde. Elles sont bâties comme ça. Après les nourritures de l'esprit, Manon nous propose de découvrir les nourritures terrestres. Elle nous emmène dîner à Dourier, un tout petit village perdu dans la campagne du Nord, qui abrite un estaminet très couru par les gens du coin. On y sert des spécialités traditionnelles typiques de la région, cuisinées par le patron, le très jovial Michel. Bonjour Michel. Ah bonjour Manon, comment vas-tu? Bah ça va. Et vous? Bah ça va, eh ben, écoute, tu tombes bien, je suis en train de faire du pochevlèche. Pochevlèche. Alors Pochevlèche, c'est quand même un nom Bah c'est pas un nom. commun. Bah, c'est un nom qui vient de la Flandre. Alors c'est à base de quoi? De viande, c'est ce que je vois. C'est à base de porc, du veau, du poulet et du lapin. Rien que ça. À l'origine, tu as les ménagères, quand elles partaient au champ, elles mettaient sur le coin du feu tous les ingrédients, le veau, le porc, le poulet, le lapin, avec la gelée. Tu vois, je coupe tous des morceaux en faisant comme ça. Et elles mettaient ça sur le coin du feu et elles allaient au champ. Et puis en rentrant, ben, elles mangeaient le pochevlèche avec une portion de frites, quoi. Hein, parce que le pochevlèche va toujours avec les frites. Hein, ça, c'est inévitable. Donc c'est vraiment le plat typique populaire. De la Flandre. Le pochevlèche, en flamand, signifie petit pot de viande. Ici, dans Schnorr, on l'appelle aussi plus simplement le poch. C'est surtout un mot impossible à écrire, je crois. Bah, il faut avoir une pomme chaude dans la bouche pour dire de le prononcer bien comme il faut, comme les Belges savent le prononcer. Michel prépare d'abord la gelée qui va donner tout son goût à la viande. Une étape importante qui nécessite de ne rien oublier sur la liste des courses. Couenne de porc, mais aussi pieds de cochon. Ajoutez des carottes, du céleri, des poireaux, sans oublier le bouquet garni, le persil et un ingrédient primordial pour la recette. L'oignon avec les clous de girofle qui donnent l'arôme vraiment typique au produit, quoi. La gelée va mijoter une bonne heure. Michel se concentre maintenant sur sa marmite de viande. Je mets le veau et le porc avant parce que ça a tendance à cuire un petit peu plus difficile à cuire. Hein. Là encore, il faut donner du goût. Carottes, bouquet garni, baies de genièvre et clous de girofle. 2 ou 3 gousses d'ail, du vinaigre blanc, du poireau, du céleri branche. Il n'y a pas qu'un seul ingrédient là-dedans, en fait. Ah non, il y en a beaucoup. Il y en a, si on veut, une douzaine, une dizaine. Alors, tu vois, on met un petit peu de vin blanc. Un petit peu. Voilà, pour dire un petit peu. Il n'y en a jamais trop. Tout bien calculé, il y a 17 ingrédients dans le poch de Michel. Des produits qu'il trouve localement. Donc c'est vraiment du terroir. Toute ouais. la viande vient du coin. Bien sûr. Alors je remets un petit peu de carotte, tu vois, pour dire de. Toujours rajouter un peu plus de goût. Voilà, c'est. Et c'est reparti pour le festival des saveurs. Chez Michel, les plats sont généreux. Ça commence à sentir bon tout ça. Oui, bien sûr. Avec tout ce mélange de légumes qui sont là. Alors ici, je vais mettre la gelée qu'on a préparée tout à l'heure. Hein. C'est ce qui donne vraiment le goût. Alors maintenant que la cuisson est terminée, on va les mettre dans des terrines. Hein. Et on va les passer au four pour stériliser. Et en plus, pour vraiment finir la cuisson, s'il y avait des morceaux de viande qui étaient un petit peu plus fermes que les autres, là, ça finit la cuisson. On
on arrose avec un peu de genièvre de houle, un alcool local. Et c'est parti pour une bonne demi-heure de cuisson. Reste à déguster dans la chaleureuse ambiance de l'estaminet de Michel. Manon, regarde ce que je t'apporte là, ici. Le pot de chevelèche que nous avons fait tout à l'heure. On va pouvoir goûter ça. Il n'y a pas de problème, hein, et c'est délicieux. Tu vas voir, tu vas te régaler avec des pots de chevelèche frites, bien sûr. Eh ben, j'en hein. doute pas. Le pot de chevelèche se déguste froid, entérine et surtout, À la bonne franquette. Voilà. Bon appétit et en bon patois à la campagne, à la tienne biloute. Hein, À la vôtre. À la tienne. Ouais, c'est bon. Ah, il est vraiment bon. C'est vraiment bon. Et en plus, il Ça est se sent que c'est du fait maison. pas de doute, nous sommes bien dans le Nord. Un territoire chaleureux où l'ambiance conviviale n'a d'égal que la beauté et la diversité de ses paysages.